Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo expérimentale, assez brute de décoffrage. Je ne sais pas si vous allez accrocher parce que voilà, il y aura assez peu de montage. Je vous fais juste un récap, un feedback sur une campagne qui vient de se terminer. C'est aussi une petite lettre d'amour aux joueurs qui ont participé. J'essaie d'y parler un peu des leçons que j'en ai tirées. Bref, je vais me taire, je vous laisse. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Nous sommes en l'an 68 de l'ère des cendres. Après plus d'un siècle de domination draconique, les habitants de la côte sauvage relèvent la tête. Leurs anciennes cités ne sont plus, et leur monde est à réécrire. Le premier chapitre de cette histoire parle d'une génération de héros, parmi lesquels on connaît Tysandre Targon, première reine du royaume d'Unsumbria, choisie par Justicar pour réunifier les clans sous une même bannière. Kadabam Woolen, l'explorateur de légende, ayant bravé les frontières et les dangers afin de reprendre contact avec les communautés isolées. Et bien d'autres hommes et femmes qui font la fierté de leur descendance. Aujourd'hui, les peuples de la côte sauvage prospèrent dans des terres abreuvées du sang de leurs ancêtres. C'est sans oublier le prix qui fut payé pour les obtenir. Ils y bâtissent de nouvelles villes, y cultivent leurs champs, y élèvent leurs enfants. Alors que la génération des héros de la reconquête s'éteint, c'est la jeunesse qui doit reprendre le flambeau et protéger ses acquis. Mais celle-ci doit également faire face à de nouveaux défis. Le royaume d'Unsumbria ouvre à nouveau ses frontières au reste du monde. Ses voisins lui portent une nouvelle attention. Et les dites frontières ne sont pas sûres. En témoignent les collines de Woolen, qui récemment, à l'approche de l'hiver, ont été envahies par une horde d'orques. Pris de court, les habitants se sont retranchés dans une vieille colonie minière fortifiée, du nom de Fort Horizon. Derrière les remparts s'entasse une foule de réfugiés. On investit les vieilles maisons abandonnées. On construit des abris avec le matériel minier. On s'y dispute les réserves de vin, de céréales et de gibier. Ces gens de tous horizons vivaient dans l'espoir que la paix serait éternelle, la région ayant toujours été indépendante. Des fermiers, mineurs et autres entrepreneurs avaient quitté famille et patrie pour s'y installer. Rien ne semblait pouvoir ébranler la liberté et la quiétude des petits hameaux encaissés entre ces collines. Pourtant, le temps apporte le changement, et le changement le chaos. Et il n'est rien qu'aujourd'hui, le vieillissant ordre des patrouilleurs puisse faire pour repousser l'envahisseur. À l'abri de leur bastion, ceux-ci épient les réfugiés en contrebas. Désespérant de ne pouvoir les aider davantage et craignant que les réserves finissent par être épuisées. Les toits couverts de neige émanent une épaisse fumée. Les rues boueuses, la rumeur d'une foule désorientée. Un corbeau, posté à l'affût d'une cheminée, pousse un cri strident, alors qu'un jeune garçon passe en contrebas, luttant contre une bourrasque glaciale. Il remonte vers le cœur de la ville. Et c'est ainsi que débuta notre campagne des héros de Woolen. Une campagne d'abord jouée en Donjons et Dragons, puis en ICRPG, puis en 2D6 plus cool dans un monde de fantasy, high fantasy, avec des dragons, etc., etc. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Si vous regardez toutes les vidéos, peut-être que vous allez avoir un peu plus de cohérence. Si vous avez vu toutes les vidéos précédentes où je vous parlais de la préparation de la campagne, des enjeux que j'avais posés, et aussi du lore sur les dragons que j'avais fait, ça va vous aider à mieux comprendre cette vidéo, parce que aujourd'hui, je vais vous faire une sorte de bref récap de cette campagne de quand même 13 séances, donc ça va être très difficile pour moi que ce soit vraiment explicite.
J'espère que ça va le faire, j'espère que ce sera intéressant, on va voir. Donc ce que je vous propose, vu que la campagne est terminée, c'est de vous faire un petit retour dessus, de vous dire voilà ce que j'en ai appris, les choses qui ont bien marché, qui ont un peu moins marché, les leçons que j'ai pu en tirer, les feedbacks que j'ai reçus de la part des joueurs, les confirmations aussi que j'ai eues de choses que je pense je maîtrise déjà. Par le passé, j'ai déjà très bien réussi à faire et j'ai la confirmation que je suis capable de le reproduire et ça c'est assez cool, ça veut dire que c'est pas forcément dépendant juste de la table. J'ai réussi à recréer des effets que j'avais déjà réussi à avoir par le passé. Il y a aussi des trucs qui ont complètement foiré. Bref, on va essayer de revenir un peu là-dessus. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Je vais commencer par vous montrer vite fait des notes que j'avais prises. Je sais pas si ça va être très très intéressant. Ensuite, je vais essayer de vous récapituler le truc. Ça risque d'être un peu lourd. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chapitrer la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller directement à plus mes conclusions, on pourrait dire, si vous le souhaitez. Et vous me direz ce que vous avez pensé de ce format un petit peu expérimental. Donc ça, c'était le OneNote que j'utilisais au début pour la campagne. Donc vous voyez, ça commence juste avec des notes un peu sur les thèmes, des trucs en vrac. Le truc que je vais essayer de montrer dans la campagne. Il y en a certains, finalement, au cours de la campagne, ils n'ont pas vraiment eu leur part à jouer réellement. Ensuite, on a des morceaux de lore de l'univers, donc tout ça c'est fait sur OneNote. En revenant en arrière, je me rends compte qu'il y a certains trucs que j'avais prévu de mettre en avant qui finalement se sont rapidement vus oubliés. Donc genre des trucs un peu cosmiques. Donc tout ça c'est plus des trucs, on va dire, généraux auxquels j'avais pu penser, des idées qui ont pas été mises vraiment en avant. C'est vraiment du texte qui est là pour moi, pour donner un peu plus de corps à mon univers dans ma tête, mais les joueurs ils vont pas forcément expérimenter tout ça. Donc on a des légendes, on a un peu d'histoire, on a un peu des trucs sur les dieux, des machins qui finalement des fois n'ont même pas été canon dans la campagne en fait, que j'ai changé au fil de la campagne parce que je trouvais que ça collait mieux à l'histoire. Par exemple, j'avais prévu de mettre en avant certaines divinités, mais finalement le thème de la divinité est très peu apparu, mais peu importe. Donc là, c'est vraiment du lore mort finalement, mais que j'ai eu plaisir à faire. Alors quand je dis lore mort, bah, c'est des choses qui n'ont pas servi dans la campagne. Il y a des trucs qui ont plus servi, notamment tout ce qui est en rapport avec les dragons, qui était au final le cœur de la campagne. Il y a des choses qui ont changé aussi, parce qu'il y a des moments dans la campagne où en fait j'ai demandé à mes joueurs, quand ils arrivaient dans une bibliothèque, dans un truc et tout, d'inventer des trucs sur l'univers. Et à partir de ce moment-là, moi je faisais juste un travail de réécriture par rapport aux idées qu'ils me donnaient. Mais voilà, j'avais en vrac des trucs. Alors comme ça peut paraître chaotique. Je sais pas trop si ça va vous servir. Moi, de mon côté, dans ma pratique, c'est assez déstructuré ces trucs-là. Faudrait que j'essaye de mettre un peu de structure là-dedans. Finalement, ce qui est le plus important dans tout ce lore, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais c'est vraiment ce qui représente le doc que j'ai donné au PJ au début de la campagne, avec les éléments qui leur permettent voilà, de connaître un peu les enjeux, d'avoir une carte du monde, de savoir quel personnage ils veulent faire à peu près. Et tout le reste, c'est vraiment des trucs qui sont amovibles et qui peuvent changer au fur et à mesure. Ensuite ici on a un peu du déchet, ça c'est des bestiaires que j'ai pu faire un peu parce que on a commencé en DD5 donc il y avait un peu de bestiaires, tout ça. Ici c'était quelques notes sur des lieux et c'est vraiment ici qu'en fait on va avoir les choses intéressantes puisque c'est les sessions avec à chaque fois un peu ma préparation. Alors je vais pas vous montrer en détail, surtout que passé un certain temps en fait moi je suis plutôt papier-crayon. Et donc je suis retourné sur un carnet, ce qui est un petit peu plus compliqué à vous montrer, surtout quand on voit, c'est pas ce carnet-là en fait, c'est celui-là. Surtout quand on voit comme mes notes sont chaotiques. C'est chaotique. Il y a même des fois où je retourne en arrière dans le carnet parce que j'ai laissé une page blanche et je me dis oh, c'est dommage de laisser une page blanche, donc je retourne en arrière. Mais voilà, on a des stats, des trucs. Donc voilà un petit peu mon bordel. Donc à la première session, donc voilà mes notes. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Fort Horizon. Donc Fort Horizon, c'est une ville qui est en plein hiver, isolée, parce que dans toute la région, il y a des orques qui ont envahi la région. Alors elle n'est pas à proprement dit assiégée, mais on est dans une sorte de temps mort, d'interlude guerrier, où les orques se cachent dans la campagne. Pendant l'hiver, c'est difficile de mener des combats. Donc on est un peu dans une sorte de période d'hibernation, entre guillemets, et Fort Horizon, ça sert de refuge aux gens de la région qui sont tous venus se cacher derrière ces murs. Et nos PJ, ils commençaient là. Et grosso modo, l'enjeu principal à ce moment-là, c'est de trouver de la nourriture pour tenir le reste de l'hiver. Et donc les PJ vont être amenés à sortir de Fort Horizon pour aller chercher des provisions, etc. Donc dans ma première session, je mets quelques rumeurs qui pourront servir d'accroche par la suite, donner des infos sur l'univers. Je mets quelques secrets. Alors ce qui est intéressant, c'est que les secrets, finalement, ils ne sont utiles qu'une fois qu'ils sont apparus dans la fiction. Donc ça veut dire qu'en gros, les secrets peuvent changer d'une séance à l'autre. Tant qu'il n'y a pas eu d'indice, tant que c'est cohérent,
tout ça c'est amovible, mais c'est des idées que j'ai au début. Il y a aussi des PNJ qui font partie de la ville, donc on a Tiana Léandre qui est la bourgmestre de la ville, on a Gedmanek Woulen qui est le fils de Kadabam Woulen le légendaire et qui est un forgeron dans la ville. On a voilà, quelques PNJ, quelques lieux. Les PJ vont expérimenter un petit peu la ville, ils vont pouvoir introduire leurs personnages, dire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant dans cette ville, et puis ensuite ils mordent à l'hameçon et ils sont envoyés à l'extérieur de la ville pour chercher des provisions. Déjà à ce moment-là, ils ont des choix à faire. En fait, ils avaient la possibilité, par rapport à une carte que je leur montrais, de sortir dans la campagne, en fait, d'aller chasser, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais il y avait une accroche quand même plus croustillante qu'ils ont saisie du coup. Comme quoi, en fait, plus votre accroche est précise et intéressante, plus il y a de chances que vos PJ croquent à pleines dents dedans. Et ils ont décidé de passer par une mine, dont une entrée se situe dans la ville. Et grâce à cette mine, ils vont pouvoir passer sous terre pour sortir de la ville sans avoir à ouvrir les portes de la ville. Donc sortir assez discrètement. Et dans cette mine, session 2, ils vont affronter des gobelins. Donc ça c'est ma session 2, donc on a un petit peu les différents passages. Alors j'avais pas de carte précise de la mine, donc c'était un peu en Theater of the Mine, mais j'avais créé des zones un peu, donc il y avait un passage central plutôt évident, ou passer par des tunnels auxiliaires dans cette mine, et à chaque fois il pouvait se passer différentes choses, rencontrer différents PNJ, etc. Et par la suite, une fois qu'ils ont rencontré des myconides, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente sur le lore, ce qui a donné une séance un peu psyché avec pas mal d'émergences où ils pouvaient raconter des flashs, des sortes de rêves qu'ils faisaient et qui montraient des trucs sur leur passé. Ils pouvaient décrire des lieux différents, etc. etc. Donc ça, c'était assez sympathique. Puis finalement, quand ils sortaient de l'autre côté de la mine, ils tombaient sur des orques. Et ils étaient dans un combat plus ou moins désespéré où le but c'était de tenir un certain nombre de tours déterminés à l'avance jusqu'à ce que des renforts arrivent et leur sauvent la peau. Ils ont failli mourir déjà à ce moment-là. Donc on leur a pas vraiment fait de cadeau dans cette campagne. Ils ont failli mourir, mais ils se sont fait sauver au bout d'un certain temps. La Flamme, qui est une organisation un peu à la Robin Hood, vous voyez, qui, plutôt que de se contenter de rester dans Fort Horizon, pendant l'hiver, essaye d'aider les gens qui sont restés dans la campagne, qui n'ont pas eu le temps d'atteindre Fort Horizon. Une sorte de résistance, entre guillemets. Et donc, ils ont rencontré un nombre non négligeable de PNJ, donc Salvik, Mikal, Chila, Méliandre, etc. Donc tous avec des petites histoires, des personnalités un petit peu. Vous voyez, ça prend pas tellement de place. Ils ont un objectif, ils ont 2-3 mots-clés. Suite à quoi, ils parcourent un peu la lande, un peu sous forme d'ellipse. Ils récupèrent des provisions, etc. pour revenir à Fort Horizon et apporter le soutien tant attendu. Alors, dans cette période, je dis que c'est une ellipse parce que effectivement ça a beaucoup marché en forme d'ellipse, c'était un petit voyage. Il y a quand même eu un mort, un des personnages du tout début de la campagne, l'Alphelin Rhoder, qui s'est fait tuer par un Ibours. Ensuite ils reviennent en ville, ils se rendent compte, avec plein de provisions, ils se rendent compte que pendant leur départ, il y a un groupe de bandits dirigé par un certain Tariq de la Ruée qui a pris le contrôle de la ville, soutenu par une sorcière un peu mystérieuse, Teresa. Teresa qui deviendra, contre toute attente, un des personnages les plus importants par la suite de la campagne, puisqu'il s'avère que c'est une chasseuse d'écailles, et que sous couvert de toute cette ambiance de guerre entre les orques et puis les habitants de la région, il y a un autre enjeu, plus important, on va dire à l'échelle mondiale, qui est celui de la naissance imminente de 2 jeunes dragons. Et c'est là que le thème des dragons va vraiment apparaître dans la fiction, parce qu'ils vont se rendre compte que Teresa, donc cette sorcière qui soutient Tariq, le despote, en fait, elle le manipule un peu, elle s'en sert pour avoir des hommes sous la main. Et en fait, elle cherche surtout des informations sur les dragons, et l'événement qui doit avoir lieu dans la région bientôt. Donc les PJ libèrent la ville, Teresa s'échappe, et c'est là d'ailleurs, au moment où elle s'échappe, qu'ils réalisent que c'est une chasseuse d'écailles, donc une chasseuse de dragons, et qu'elle est venue étudier les dragons. C'est aussi à ce moment-là qu'on réintroduit un nouveau personnage joueur, puisque comme je vous disais, l'Alphelin Rôdeur est mort, et le nouveau personnage joueur qui va être introduit va avoir un lien direct avec les dragons, puisque lui-même c'est un ancien chasseur d'écailles, et il est là aussi pour assister à l'éclosion, et c'est ce qui va nous mener à notre grand final. Donc ensuite, ce qui se passe, grosso modo, c'est qu'ils vont libérer la ville grâce à une sorte de plan qu'ils vont avoir lors d'un dîner qui sera organisé un petit peu, d'essayer d'empoisonner les bandits qui dirigent la ville. Finalement, ce plan ne va pas se dérouler comme prévu, ils vont se faire choper, mais grâce à leur capacité héroïque, ils vont combattre, etc. etc.
Et ensuite, il y aura une nouvelle ellipse, une fois que la ville est libérée, qu'ils ont ramené des provisions, etc., qui va nous mener en automne finalement. Et en automne, c'est le moment où des renforts vont arriver, parce que l'automne venant, les orques vont reprendre des forces, et la guerre va pouvoir reprendre, l'hiver étant terminé. Et il y a des renforts d'un royaume voisin qui vont venir pour protéger Fort Horizon, et qui évidemment ne sont pas complètement désintéressés. Et en échange de cette aide apportée à Fort Horizon, qui s'avère être une cité-état plutôt autonome, vont exiger, même si c'est sous couverture de bienveillance, d'avoir un pouvoir. En fait, ils vont sûrement exiger de contrôler la région, c'est ce qui transparaît dans leurs intentions. Donc on a comme ça tout un moment en ville, on est dans un moment de ventre mou dans la campagne, et à ce moment-là d'ailleurs, c'est le moment où un des joueurs va décider de quitter la campagne. Donc c'était un joueur, je m'attendais un petit peu à ce qu'il reste pas très longtemps dans la campagne. Il jouait le personnage de Merly, donc qui était le druide un peu du groupe. Déjà, il était venu. Enfin, je savais qu'il n'était pas fan de Donjons et Dragons, et on jouait en Donjons et Dragons. Lui, il s'attendait à une petite campagne, et finalement, cette campagne a été plus longue que ce qui avait été annoncé au départ. Donc, son départ n'était pas vraiment surprenant, mais ça a quand même demandé une petite session, etc., pour expliquer un peu ça, etc. Et il a quitté la campagne. C'est aussi à ce moment-là, il me semble, qu'on a transité de Donjons et Dragons 5e édition à ICRPG, et je vous en reparlerai après. Ensuite, le ventre mou de la campagne continue un petit peu. On a un peu des épisodes quand même un petit peu filler. Finalement, l'accroche que les personnages vont vraiment saisir, c'est celle des dragons, plutôt que d'aider la ville contre les orques. Alors, c'est justifié d'une certaine manière par le fait qu'ils espèrent pouvoir utiliser ces dragons, les mettre dans leur camp, entre guillemets, les jeunes dragons qu'ils vont trouver, pour s'en servir comme d'une arme contre les orques. Et puis aussi parce que, tout simplement, un des personnages, lui, déteste les dragons, et... en fait, c'est même deux personnages, parce que c'est deux frères. Leur famille s'est fait massacrer par des dragons, et eux, ils sont à la recherche des dragons un peu dans la région, et ils cherchent un peu vengeance. Donc tout commence à tourner autour des dragons, ça devient vraiment le point gravitationnel de la campagne. Et on se retrouve avec des épisodes un petit peu filler, où en fait, ils vont voyager petit à petit pour se rendre au site de nidification, là où va naître le dragon, et là où ils savent que Teresa, la chasseuse de dragons qui s'est échappée, se rend également. Sur la route, il va quand même y avoir des événements majeurs, même si l'action qui va avoir lieu, ça va souvent être soit des embuscades, soit une personne à aider pendant un court moment, une rencontre avec un PNJ qui va pas durer très longtemps, qui va peut-être être là pendant quelques heures de jeu seulement. Ça reste des épisodes qui donnent un peu plus de profondeur au monde, qui permettent surtout d'approfondir les enjeux, puisqu'en fait, au fur et à mesure de leur voyage, ils vont quand même tomber sur des lieux qui vont leur apprendre plus sur les dragons. Et donc, ils vont apprendre que les dragons sont pas nécessairement des méchants, etc., qu'ils peuvent l'être, que tout n'est pas noir ou blanc dans cet univers, ce qui va permettre de petit à petit poser les enjeux de la scène finale. Et ensuite, le moment où donc le début de la campagne est plutôt fort, il y a ce moment un peu de flottement au milieu qui est pas désagréable, mais qui est un peu moins intense, et la fin, ça revient plutôt en force, puisqu'ils arrivent dans, on va dire, la zone finale, entre guillemets, qui va durer 2-3 séances, qui est la vallée dans laquelle on a le site de nidification. Donc en gros, eux, ils commencent en 1, et puis j'avais carrément posé les numéros sur la carte pour qu'ils sachent à peu près se repérer. Alors les numéros ne signifient pas l'ordre dans lequel il faut aller dans les lieux, mais c'est pour leur mettre un peu un focus sur des zones. Et donc je leur avais montré la carte avec les numéros, carrément. Et donc ils commençaient en 1, et un peu à la Elden Ring, quand vous arrivez dans une nouvelle zone où dans les jeux avec une narration environnementale, je leur disais en 2 vous voyez nananana, en 3 vous voyez nananana, en 4 vous voyez nananana, parce qu'ils sont à un point de hauteur qui leur permet de voir toute la vallée, et ça leur présente en fait tout le bac à sable. Alors ils savent pas exactement ce qui se trouve dans chaque truc, mais il y a des accroches un petit peu partout dans la vallée, et ça va les occuper pendant 2-3 séances à peu près de se promener dans la vallée. Ils n'ont pas tout visité, mais on terminait un peu sur un mini bac à sable épique avec une horloge où je jetais régulièrement des dés pour voir quand est-ce que l'attaque des orques qui sont dans la vallée et qui sont intéressés par les autres dragons eux aussi, qui sont en 5, l'attaque imminente des orques sur le lieu 7 qui est une montagne d'où sort de la fumée, donc on a déjà un foreshadowing du fait qu'il va y avoir un volcan en éruption. Les orques vont essayer d'envahir la montagne pour récupérer a priori les œufs. Et donc les PJ vont passer par la zone 2, qui est une vieille forteresse dans laquelle ils vont en apprendre encore plus sur les dragons, sur des rituels qu'on peut utiliser sur les dragons, sur comment on sait si un dragon il va être plutôt belliqueux, etc. Qu'est-ce qui détermine tout ça. Ils sont passés en 5, ils ont rencontré les orques. Ça aussi c'était un peu épisode filler, c'était pas forcément le meilleur épisode de la campagne, l'épisode 5. L'épisode 5, n'importe quoi, la zone 5, parce que je pense que j'avais pas réfléchi assez aux conséquences que ça pourrait avoir s'ils allaient dans le camp des orques. Pour le coup, j'avais pas prévu qu'ils allaient dans le camp des orques. Vraiment, c'était une armée d'orques, et eux ils sont 3, je m'attendais pas à ce qu'ils y aillent. J'allais pas
pour autant les sanctionner, genre faire juste tomber le couperet et leur couper la tête et dire c'est la fin de la partie, donc ils se sont infiltrés et tout. Mais voilà, j'avais peut-être pas assez réfléchi à ce point-là. Je l'avais un peu négligé. Il faut dire qu'il y a des moments dans la campagne où tout simplement la campagne dure un petit peu. Et des fois vous êtes plus ou moins en forme, vous avez plus ou moins le temps de préparer la séance suivante, etc. Et ça joue pas mal, mine de rien. Finalement, le grand apothéose se passe dans la fameuse zone 7, dans laquelle en fait il va y avoir un volcan, dans lequel il va y avoir un dragon qui protège un œuf. Les PJ, eux, ils ont déjà un œuf en leur possession. Le fait de rassembler les deux œufs est censé déclencher l'éclosion des œufs. Et il y a un 4e dragon, du coup, parce qu'il y a les 2 petits dragons qui sont encore dans leurs œufs, le gros dragon qui est dans la montagne. Il y a un 4e dragon qui s'avère être le chef des orques, qui en fait est mi-orc, mi-dragon, qui s'apprête à se transformer en dragon, et il va y avoir une bataille épique dans la montagne. Si vous avez vu la vidéo précédente sur des idées de lore sur les dragons, ça va vous apporter des éléments également. Passons maintenant aux trucs les plus croustillantes. Donc vraiment, les points forts de la campagne, pour moi, ça a été son premier acte et sa fin. On va dire qu'il y a eu un gros premier acte, un deuxième acte un petit peu longué avec des épisodes, je dirais, un petit peu filler qui ont un peu moins d'enjeux directement liés à l'intrigue, et un gros final qui était vraiment très très cool. Ce qui a fait pour moi que le premier acte a très très bien marché, ou en tout cas les inputs que j'ai l'impression que j'ai pu donner, donc je vais parler de moi, mais tout le mérite ne me revient pas, j'étais avec des joueurs très très cool, et d'ailleurs j'espère qu'on va réussir à remettre en place une deuxième campagne après celle-là. Mais déjà un bon input que j'ai pu mettre, c'est le trailer que vous avez vu au début de cette vidéo. Je pense que ça a eu vraiment un effet qui nous a fait partir sur les chapeaux de roue en termes d'immersion. Ensuite, je pense que le fait qu'au début les enjeux étaient relativement simples a permis de se focaliser sur le développement des personnages, mais ça a permis de se focaliser aussi sur le fait de mettre des petits PNJ en place et tout. Donc vraiment tout le début de la campagne, c'était pas mal. En plus, le final où ils affrontent Tariq, le despote qui a pris contrôle de la ville dans laquelle ils se trouvent, c'est pas un final de campagne, mais ça donne une belle résolution. Ils arrivent à éliminer un PNJ qui est assez détestable. Il y a un autre PNJ un peu mystérieux et qui a l'air très dangereux qui parvient à s'échapper, donc ça fait un cliffhanger et ça nous amène à ce qui pourrait se passer plus tard, donc tout ça a très très bien marché. Le moment où ça a été un peu mou, c'est le moment où c'est passé un peu plus en bac à sable, où finalement on a beaucoup joué le voyage en fait qu'ils ont entrepris vers la vallée de la nidification des dragons. Il y a eu des moments forts, des moments de roleplay assez forts entre les joueurs. Avec certains PNJ, il y a eu des combats assez cool. Mais au niveau des enjeux, c'était un peu moins intéressant. Je pense que j'aurais pu raccourcir le voyage. En fait, à force de tester des jeux où on joue le voyage, avec potentiellement des mécaniques procédurales de survie, etc., je me rends compte que c'est pas nécessairement ce que je préfère, moi, à titre personnel en tout cas. Certains de mes joueurs m'ont dit aussi qu'ils trouvaient le voyage un petit peu longué, d'autres ont trouvé des points plus positifs. En tout cas, c'est le moment un peu plus mitigé, on va dire, de la campagne en termes d'appréciation au global. Un des points faibles de la campagne, je dirais, et je l'ajoute un peu a posteriori, vous verrez que la luminosité a changé, mais je m'en rends compte au montage. Un point faible que j'ai oublié de la campagne, je pense, c'est le développement des PNJ. En fait, comme les joueurs étaient très très souvent en voyage, il y a assez peu de PNJ qui ont eu un impact fort. Il y a eu Teresa, la sorcière dont je vous ai parlé. Il y a eu Épervier, un personnage dont j'ai pas tellement parlé, mais qui était un agent du royaume d'Ensombria, qui lui aussi était intéressé par les œufs, que finalement les personnages ont débusqué et réussi à éliminer, qui était assez intéressant. À la limite, il y a eu la bourgmestre de la ville de Fort Horizon, Tiana Léandre, qui a été intéressante. Mais il y a eu, à côté de ça, pléthore de PNJ qui n'ont pas été très très utiles. Je dirais sinon, un autre des PNJ qui était finalement assez attachant, c'était Méliandre, qui a eu une sorte de romance pendant un nombre assez important d'épisodes avec un des personnages, notamment parce qu'elle les accompagnait dans leur voyage. Mais le fait qu'ils voyagent beaucoup, ça fait qu'ils ont rencontré pléthore de PNJ sans pouvoir nécessairement beaucoup développer les relations avec ces PNJ. Et ça, le fait d'avoir une unité de lieu dans vos campagnes ou d'avoir vraiment des moments où c'est posé à un endroit, ça permet vraiment plus ce développement. Ou à la limite d'avoir une caravane de personnages qui voyagent tous ensemble, ça peut le permettre aussi. Le fait qu'ils se promènent partout sur la carte, finalement, ça fait qu'il y a pas mal de PNJ où je regrette un petit peu qu'ils aient eu un côté un petit peu trop PNJ fonction. C'est-à-dire un PNJ qui est là pour donner une information à un moment, un PNJ qui est juste là pour un épisode et qui disparaît et qu'on n'a pas le temps d'approfondir, on n'a pas le temps de lui donner une multidimension à ce personnage. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu un des échecs de cette campagne de mon point de vue. Et je pense que le final par contre était très 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 fort, notamment parce qu'on a changé de système lors de ce final. Donc ça, c'est le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le fait que je pense vraiment pas être fait pour jouer
à Donjons Dragon. J'ai fait plusieurs essais. En fait, à chaque fois que je fais une campagne qui commence en Donjons Dragon, elle finit avec un autre système parce qu'on en a marre, notamment à distance. Quand on joue en présentiel, ça me dérange pas du tout l'aspect combat tactique, l'initiative et tout. Surtout depuis que j'ai investi un peu dans des figurines, dans des terrains, des trucs un petit peu visuels, un petit peu cool, qui rendent tout ça un peu sympa, cette phase de jeu de plateau. Aujourd'hui, on joue à Symbaroum, donc c'est pas vraiment Donjons Dragon, mais il y a quand même des règles de combat, voilà, au tour par tour et tout. Je joue pas vraiment avec l'initiative, j'ai déjà modifié le système, mais voilà, l'enjeu tactique, je trouve qu'il est vraiment cool grâce à l'apport que font les figurines, à l'apport que font les décors, etc. Là, à distance, je trouvais que c'était une plaie d'utiliser des battle maps. Je trouvais que devoir lancer un GD pour toucher, un GD pour les dégâts, moi aussi lancer les dés et tout, à distance, c'était d'une lourdeur. Donc on est passé en ICRPG, qui est une sorte de Donjon Dragon un petit peu plus allégé, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Pour moi, ça a déjà bien fluidifié le truc. Il n'y avait plus de compétences, il n'y avait plus de machin. Et en fait, en termes de qualité d'histoire, etc., bah, c'était toujours aussi bien, si ce n'est meilleur en fait. En tout cas, c'était beaucoup plus aligné avec ce qu'on voulait faire en fait. J'ai l'impression en tant que groupe, il n'y a personne qui a regretté ce changement de système a priori, à moins qu'on me l'ait caché. Mais moi, je peux que vous dire ce qu'on m'a dit, le feedback que j'ai reçu. Et puis par la suite, c'était toujours pas d'une fluidité folle, hein, on va pas se le cacher. Alors si, évidemment, quand vous êtes dans les scènes d'exploration, il y a juste, vas-y, fais un jet de sagesse, fais un jet de dextérité, machin truc. Bon, ça c'est comme n'importe quel jeu, quoi. Vous jetez un dé, hop, on sait ce qui se passe. Mais dès lors que c'était des combats, les dégâts et tout, franchement, c'était pour moi des pertes de temps littéralement et de rythme. Ça nous a pas empêché d'avoir des très bons combats. Je pense que ça nous a pas permis d'atteindre le meilleur niveau cinématographique qu'on pouvait atteindre dans les combats. Et moi, c'est vraiment ça que je kiffe le plus dans le jeu de rôle, c'est une approche assez cinématographique. Ça veut pas dire que j'aime bien enlever tout le système, qu'il n'y ait aucun choix tactique, etc. Ça veut dire que j'aime bien qu'en un jet de dés, on sache ce qui se passe en fait. Vraiment, c'était le fait de faire 2 jets de dés, de faire « Ah, j'ai touché, ah, j'ai pas touché ». Et en fait, quand vous touchez pas dans Donjons Dragon, il se passe rien, à moins que vous modifiez le système évidemment. Mais moi, je préfère les systèmes à la brigandine où en fait, c'est soit toi tu touches, soit tu te fais toucher en fait. À chaque jet de dés, il y a une conséquence. J'aime pas quand il y a un statu quo sur un jet de dés. Et donc pour le final, on est passé en 2d6 plus cool. Mon système classique que j'utilise à toutes les sauces lorsque j'ai pas trouvé de système qui me plaît. J'aurais pu commencer à entamer l'utilisation d'un système à la City of Mist ou à la Tokyo Userscape, ce que je vais faire pour ma prochaine campagne. En fait, ça aurait été un peu débile parce que c'était le final, on n'allait pas refaire des fiches de personnages, on n'allait pas tout recommencer à zéro et mettre en place des mécaniques complexes au dernier moment. Et donc on a vraiment fait 2d6 plus Carac. Et puis avec les résultats possibles sur l'échelle un petit peu du système de résolution PBTA. Et quelle libération ce final était comme ça aux petits oignons. On dirige la caméra tranquillement en tant que maître du jeu. Tac, à toi de jouer, tac, décris-moi ce qui se passe, bim bam bam, ça allait beaucoup mieux. Autre chose qui est assez important pour la campagne, donc comme je vous disais, il y a un joueur qui a quitté la campagne en cours de campagne, et ça c'est très important, je passe très rapidement là-dessus, mais quand un joueur décide de quitter la campagne, que ce soit pour des raisons de vie perso, parce qu'il apprécie pas la partie, parce que pour toute autre raison, il faut pas s'inquiéter tant que ça. Il faut continuer votre campagne. Si votre campagne dépend de la présence de chacun, et d'ailleurs il y a des sessions où en fait il y a quelqu'un qui était absent, on jouait quand même, on trouvait un truc, une explication, même si elle est un peu bidon, pour pouvoir quand même avancer, parce que sinon c'est très difficile d'avoir une campagne qui avance à bon rythme. Et là je suis assez content parce que ces 13 séances, on jouait à hauteur d'une fois par semaine pendant 3-4 heures, et ben elles se sont très bien déroulées, on n'a jamais eu un trou de plus d'une semaine. Peut-être pendant les vacances à un moment on n'a peut-être pas joué pendant 2 semaines, c'est possible, et il n'y a jamais eu plus d'une semaine entre 2 parties globalement sur la campagne. Et ça, c'est notamment parce que une ou 2 fois, on a été capable de se passer d'un joueur. Donc ça, c'est important pour jouer en campagne, à mon avis. Ensuite, pour revenir un petit peu au final, il y a un truc, j'ai eu une véritable confirmation de ce point de vue-là. C'est quelque chose que je défends, notamment dans l'Entre du guerrier, le guide sur le combat. C'est que les gens qui disent un combat qui dure trop longtemps, ça marche pas, etc., à mon avis, c'est faux. Un combat chiant qui dure trop longtemps, oui, là on s'emmerde. Mais le final, c'était que un combat qui a duré 3 heures. Mais un combat cinématique, avec plein de rebondissements, un rythme très élevé. À chaque jet de dés, ça changeait complètement la situation. Les enjeux changeaient en permanence. Et ça a permis de faire, à mon avis, une des séances les plus intenses. Et d'ailleurs, le feedback que j'ai reçu de tous les joueurs à la fin de ce final, c'est que la partie était tendue du début à la fin. Et ça, c'était une des meilleures récompenses pour moi, j'étais vraiment content d'entendre ça. Parce que dans ce combat qui se passait donc dans la montagne, alors la montagne, il s'avère qu'en fait c'est une sorte de cité troglodyte de kobolds, protégée par un dragon gardien.
Et donc il y a des orques qui l'assiègent, dirigés eux-mêmes par un dragon. Donc vous avez ces 2 dragons cataclysmiques qui s'attaquent à la montagne. Il y a le combat entre l'armée des orques et des kobolds. Et en même temps, il y a notre fameuse Teresa, la chasseuse de dragons, qui essaye de rentrer à l'intérieur pour s'emparer des œufs et qui, plot twist, explique qu'en fait elle n'est pas là pour récupérer les œufs mais qu'elle est là pour tuer tous les dragons au même endroit, au même moment, en utilisant un rituel pour les enfermer dans la montagne au moment où cette même montagne va se transformer en volcan en éruption. Donc il y a les twists sur les personnages, il y a chercher les œufs au milieu de la bataille, il y a eu un duel en mode Voldemort, Harry Potter de sorcier entre un des personnages et Teresa qui était super épique. Il y a un personnage qui s'est transformé en dragon en pactisant avec un des dragons qui était sur le champ de bataille qui allait mourir pour absorber sa puissance. Il y en a un autre qui a essayé d'utiliser une baliste pour tirer sur un dragon mais il s'est rendu compte qu'il y avait un champ de force qui le protégeait. Enfin, il s'est passé tellement de trucs, de twists, de moments où des personnages ont failli mourir. Parce que vu qu'on était en 2d6 plus cool, c'était littéralement à des moments je disais sur ce jet de dés, s'il rate, tu es mort. Et à chaque fois, c'était Tandax du Slibar. On n'a même pas compté de points de vie. On n'a même pas lancé de jet de dégâts. C'était juste de l'arbitrage et du cinéma et des joueurs aussi qui donnaient des descriptions de fou. Alors il y a eu peut-être un moment un peu plus compliqué où il y avait vraiment beaucoup de factions en présence. Il y avait un chien des ombres invoqué par la sorcière Teresa, des bandits, les PJ qui sont dans différentes pièces d'une même forteresse troglodyte où voilà, on a pu avoir des petites incompréhensions, mais vraiment c'était plutôt l'exception que la règle. Et ce final était ouf. Et quand ils ont finalement réussi à récupérer les 2 jeunes dragons qui ont éclos dans le volcan et qui sont retournés à Fort Horizon pour arriver à la dernière minute pour sauver leur pote qui était assiégé et qui s'apprêtait à perdre la bataille, et qu'ils ont décrit de manière cinématique comment ils repoussaient les orques, et qu'ensuite on a fait les outros, les post-génériques, etc. C'était un final de fou furieux et c'était quasiment que du combat, je rappelle. Alors avec des conversations dans le combat, des enjeux qui changent régulièrement dans le combat, une tension renouvelée, des nouveaux ennemis qui apparaissent, l'environnement qui change avec l'effondrement des plafonds et de la montagne parce que l'éruption commence, la chaleur monte, il y a de la lave qui sort, il y a des gaz toxiques, etc. Il faut des éléments pour renouveler le combat, évidemment, pour que ça soit intéressant du début à la fin. Si c'est juste un combat qui oppose vos PJ contre 1000 orques qui ont tous le même profil de combat et qu'en fait on fait juste jeter, toucher, dégâts, toucher, dégâts, toucher, dégâts, c'est nul. Et au bout de 2 heures, effectivement, vous vous faites chier. Mais là, j'ai eu la confirmation, comme pour la bataille finale, pour laquelle j'avais déjà pu faire une vidéo d'une autre campagne, qu'on peut faire une bataille de fou malade pendant des heures d'affilée, et que ce soit cool parce qu'il y a des dialogues forts, il y a des enjeux forts, des personnages forts, etc. etc. Donc ça, c'était, pour moi, le meilleur moment de la campagne. Point un peu plus négatif peut-être de la campagne, alors de mon point de vue, mais je pense pas que ça ait beaucoup impacté les joueurs, c'est que j'avais mis pas mal de consommables, j'avais mis pas mal d'objets cool, j'avais mis des champignons. À un moment, ils avaient récupéré des champignons qui leur permettaient de parler par télépathie. Ils avaient un anneau d'invisibilité, bon, qui se sont fait voler au bout d'un moment, mais ils avaient un anneau d'invisibilité. Ils avaient une épée qui pouvait s'allonger un petit peu, genre en mode quand tu mets un coup, la lame s'allonge. Des objets magiques super puissants qui auraient pu faire des trucs ultra stylés. Et ils s'en sont pas servis. Enfin, quasiment pas. Et ça, je pense que c'est un petit peu... Je sais pas. Je pense que ça aurait pu être intéressant et tout. Je pense qu'on aura plus besoin du OneNote. Mais apparemment, les PJ, c'était pas leur focus principal. Peut-être que j'aurais pu, au début de chaque séance, faire une sorte de petit inventaire. Leur dire, regardez bien vos fiches de personnage pendant 2-3 minutes pour vous remettre dans votre personnage, revoir les possibilités que vous avez entre vos mains pour la séance à venir. Et que ça leur aurait fait penser plus souvent à servir de ce genre d'objets magiques et de consommables. Je pense aussi qu'un truc que j'ai de mon côté un petit peu foiré, c'est certains enjeux que j'ai pas réussi à amener de manière assez progressive avec un C d'indice. À mon avis, il y a certains éléments, comme par exemple le fait, comme je vous disais, que Teresa, à la fin, la chasseuse d'écailles, que les PJ pensent qu'elle est là pour récupérer le pouvoir des dragons, etc., que c'est une opportuniste, alors qu'en fait, moi, j'avais une sorte de background un peu secret, d'agenda secret de Teresa, qui en fait est plus ou moins infiltré parmi les chercheurs d'écailles, donc ces sorciers qui cherchent le pouvoir des dragons, et qu'en fait elle fait ça pour acquérir les connaissances nécessaires sur les dragons pour pouvoir les tuer par vengeance, parce que quand elle était enfant, sa famille s'est fait massacrer, etc. Ça, c'est pas apparu dans la campagne. Donc il y a une petite couche du personnage que j'ai pas réussi à faire apparaître de manière efficace. Il y a que à la fin qu'il y a eu le reveal, et si j'avais fait une sorte de monologue où elle explique pourquoi ses raisons et tout, et qu'elle dit en fait c'est parce que je déteste les dragons et j'ai envie de me venger et tout, ça aurait été un peu bizarre, un peu gros, un peu nul. Donc il y a quelques trucs comme ça que j'ai pas pu développer plus que ça, et qui auraient peut-être mérité des indices un petit peu plus progressifs, plutôt que de temps en temps j'ai l'impression que j'ai un peu trop bombardé d'informations sur les mêmes moments de la campagne.
Ce qui a fait que ces informations ont pas pu, les PJ n'ont pas pu bien s'en imprégner. Il y a une chose qu'il faut que je dise, c'est que un des plus grands plaisirs de cette campagne, c'était de jouer avec un groupe qui était super bienveillant les uns envers les autres. On n'avait pas fait de parties ensemble avant cette campagne. Enfin, moi, j'ai déjà fait individuellement des parties avec chacun des joueurs, il me semble. Mais on a eu, on a trouvé un petit état de grâce. C'est le Graal, hein, quand vous avez un groupe qui arrive à tenir sur la durée. Donc ça fait vachement plaisir. J'espère rejouer avec eux par la suite. J'ai vu aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Un joueur qui avait un petit peu de mal à prendre des décisions, un petit peu de mal à se mettre en avant, etc. Qui, au fur et à mesure de la campagne, je trouve, a réussi à le faire de plus en plus. Et ça fait super plaisir. Et je noterai surtout qu'un de mes moments préférés, ça a été le final de la campagne, encore une fois, mais le final post-générique un petit peu, où chacun des joueurs a pu faire son outro, dire un peu ce qu'il fait, quelle marque il laisse sur le monde. Et on a un joueur qui avait ménagé son effet depuis le début, qui avait gardé le masque d'un PNJ pour entrer dans son organisation en mode Batman. Enfin, là, en fait, tout ce que je vous dis, ça ne vous parle pas. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent à ce moment, parce que je vous parle de trucs que vous n'avez pas joué, je vous bombarde d'informations, mais ils ont fait un super final et c'était trop cool. Et maintenant qu'on a quand même fait ces 13 parties ensemble, j'attends qu'une chose, c'est de relancer une campagne avec les mêmes joueurs, avec le confort de savoir qu'on s'entend déjà bien. Forcément, au début d'une campagne, il y a toujours des petits inconforts pour bien se caler sur la proposition et tout, mais c'est quand même beaucoup plus facile de relancer quelque chose une fois que vous êtes persuadé que vous êtes avec des joueurs de qualité, bienveillants et sympathiques. Et donc ça, c'est la plus belle victoire. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que ça aura intéressé des gens quand même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Bonne partie et bonne campagne si vous êtes sur le point d'en lancer une. Et bon final si vous êtes sur le point d'en terminer une. Ciao, ciao. Bonne journée.